Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous aviez toujours voulu le savoir, mais vous n'osiez pas le demander. Dans une heure pourtant, vous aurez des arguments pour répondre à la question. Antoine Blondin était-il infréquentable? Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Une émission proposée aujourd'hui par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinot, Laurence Gempin, Jean-Christophe Francis et Félix Delacour. Antoine Blondin était un écrivain esthète, ce qui fut sa force et aussi sa tragédie. Sa force, c'est celle de son écriture qui encapsule dans chacune de ses phrases de multiples profondeurs d'images, de sens et de poésie. Sa tragédie, ce fut son incapacité à se satisfaire de la réalité, à toujours la secouer par des coups d'éclat qui lui firent privilégier la nonchalance, l'inconséquence, plutôt que de se chercher une place d'homme responsable. Mais la responsabilité était peut-être une notion qu'il méprisait, ou alors qui lui faisait peur, et c'est comme s'il avait toujours préféré la fuir, s'évader par l'alcool ou par la littérature, quand bien même l'évasion elle-même ne se faisait pas sans mal. Je suis heureux quand une phrase est écrite parce qu'elle n'est plus à écrire. Et ce qui est affreux, c'est qu'elle soit à écrire. L'avoir devant soi. Oh là là. La rattraper, ça, oh non, non. Ça me fait peur. Terriblement. Quand j'ai à faire un écrit, j'ai peur. Et quand il est fait, déjà ça me fait beaucoup, beaucoup moins de mal. Mais pendant que je le fais, j'ai l'impression que je suis au supplice. Blondin, au micro de Michel Blois, le 28 octobre 1985. Bonjour Jérôme Leroy. Bonjour. Alors vous êtes romancier, vous êtes poète aussi, le poète du recueil Sauf dans les chansons, par exemple, que vous avez publié aux éditions de la Table Ronde, et puis le romancier de Un peu tard dans la saison, sorti en folio policier, où vous faites d'ailleurs allusion à Antoine Blondin, cet homme qui était au supplice quand il lui fallait écrire. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Le supplice de l'écriture, oui, mais je pense que tous les écrivains le comprennent plus ou moins à des degrés différents. C'est effectivement quelque chose de profondément angoissant. Enfin, moi, je sais qu'à titre personnel, chaque nouveau livre, c'est comme la première fois. Je suis pas du tout sûr que ça puisse être mené jusqu'au bout, que ça puisse, voilà, que je puisse être arrivé au bout de ce voyage. Et je pense que chez Blondin, pour le coup, effectivement, ça a pris des dimensions pathologiques. Et on va certainement y venir très vite, mais le rapport que Blondin a pu entretenir avec l'alcool, je ne sais pas si c'est une cause ou une conséquence. Je suis bien incapable de le dire. L'angoisse, chez Blondin, ça paraît consubstantiel à sa vie, même à sa manière de parler, qui est souvent difficile. Il a du mal à trouver ses mots. On se demande parfois s'il n'est pas un peu bègue. Il était un peu bègue. Il souffrait d'un léger bégaiement. En même temps, ce qui est assez paradoxal, c'était que c'était un merveilleux inventeur de calembours. Enfin, c'était quelqu'un qui donc avait peut-être du mal avec l'écriture, mais qui savait jouer avec la langue, qui avait peut-être du mal effectivement à être dans la composition d'un roman. On peut se demander d'ailleurs si ces romans sont purement romanesques ou sont de l'autofiction plus ou moins déguisée, même si on ne prononçait pas encore le mot à Qui l'époque. n'existait pas. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce paradoxe entre moi ce que je trouve une espèce de virtuosité, mais qu'on peut voir par exemple dans ces articles de l'Équipe, où il a été très longtemps journaliste à l'Équipe, journaliste sportif. Par exemple, ces chroniques du Tour de France qui montrent une habileté dans le pastiche, qui sont toutes avec des jeux de mots, des calembours, des clins d'œil incessants. Et en même temps, je me demande si cette difficulté est pas celle est plutôt liée à l'écriture romanesque, très précisément. Mais pour le reste, il avait une espèce de virtuosité langagière comme ça, qui fait que c'est quand même un très grand
quelqu'un qui est très brillant au niveau du calembour, par exemple. Oui. Voilà. Comme si peut-être le roman, le gros roman, lui faisait peur. Et d'ailleurs, il faisait toujours des romans très fins. Son œuvre aussi est relativement peu épaisse. Il y a combien de romans? 5 seulement? Oui, 5. Enfin, l'essentiel, ça se joue entre 1949 avec donc un roman qui est assez gros et puis vers donc c'est l'Europe buissonnière qui est quand même un roman assez épais qui lui C'est vaudra le premier. Hein. c'est le premier qui lui vaudra le prix des deux magots. C'est déjà un roman assez étrange, c'est un roman un peu schizophrène parce qu'il y a deux personnages complètement différents qui sont peut-être deux aspects de lui-même. Et ce roman qui est finalement son peut-être celui, comme très souvent dans les premiers romans, où on met tout et où vont se redistribuer après de manière plus affinée, plus subtile, plus vers la quintessence des thèmes qui sont très importants. Je pense par exemple à celui de la paternité. Je pense aussi à celui de l'impossibilité à trouver sa place dans ce qu'on pourrait appeler au sens large l'ordre social, qui a fait de lui finalement un marginal. Il est né en 22, il est mort en 1991. Il a arrêté d'écrire ces dernières années, enfin d'écrire des romans en tous les cas. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça s'arrête vers 1970, sauf erreur de ma part. Enfin, il y a encore le recueil de nouvelles qui a le prix Goncourt de la nouvelle en 75. 4 saisons. On sent bien qu'après, ce sont des critiques littéraires. Enfin, c'est des choses admirables, hein, mais pour ce qui est des romans, voilà, il y avait quelque chose qui s'appelait le PC des maréchaux, qui n'a jamais été écrit. Le PC, c'est la petite ceinture, c'est le voilà, et le poste de commandement, voilà, et le poste de commandement des maréchaux, qui devait être, voilà, il annonçait toujours comme ça des romans à venir, comme pour essayer de rassurer son éditeur, qui était Roland Lodenbach pour l'essentiel à la table ronde, et puis en même temps pour se rassurer certainement lui-même. Mais en fait, effectivement, ça tient, si je prends vraiment dans l'ordre, c'est donc l'Europe buissonnière, c'est les enfants du bon Dieu. Dans les années 50, ça va relativement vite. Les enfants du bon Dieu, l'humeur vagabonde, un Saint-Jean d'hiver qui va lui valoir son grand succès. Et puis ensuite, on se retrouve quand même avec des textes qui sont non pas des textes mineurs, enfin à mon avis. Et puis Monsieur Jadis pardon, oui, vous avez oublié. Oui, Monsieur Jadis, parce que justement, enfin c'est pas un hasard si je l'oublie, c'est parce que Monsieur Jadis, c'est presque justement celui qui est le moins romanesque possible et qui pour le coup peut-être peut nous intéresser parce que je pense qu'il invente quelque chose dans Monsieur Jadis en plus. Il invente une forme qu'on appelle aujourd'hui l'autofiction. C'est-à-dire que c'est un narrateur qui raconte sa vie, mais enfin qui la raconte à travers des scènes souvent très drôles, burlesques, où on voit passer des prostituées, ça se passe bien souvent la nuit, il y a aussi sa maîtresse, il y a aussi sa mère. Il y a beaucoup de la garde à vue. Et le commissariat, pas mal, oui. Le commissariat est un des lieux qu'il fréquente le plus avec les bistrots. Mais ce qui est aussi intéressant dans Monsieur Jadis, c'est cette alternance de narrateurs. C'est-à-dire qu'il y a des chapitres écrits où c'est Monsieur Jadis qui est à la troisième personne, et puis après un jeu qui prend la parole, et c'est comme ça en alternance, comme s'il était en permanence dans une distance avec lui-même et avec les différents mois successifs, aurait dit Proust, à travers le temps. D'ailleurs, il dit, on m'a souvent, j'ai pas la citation exacte, mais on m'a souvent appelé Blondin. En fait, je m'appelle Monsieur Jadis, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce livre? Il y a des bars à Saint-Germain qui fréquentaient de jour comme de nuit. Mais c'est surtout un livre du deuil. C'est un livre du deuil. Alors, du deuil de sa jeunesse. C'est quelqu'un qui approche de la cinquantaine, qui d'une certaine manière c'est la crise de la middle age crisis, comme on disait à une époque. Et puis surtout le deuil de Nimier, qui est quelque chose d'irréparable. Donc Roger Nimier, un écrivain qui était son grand ami, il se voyait tous les jours. Qui était véritablement son grand ami, qui de manière assez étrange d'ailleurs, parce que c'est Blondin est de 22 et Nimier est de 25, on a l'impression que c'est Nimier qui est l'aîné, qui le protège beaucoup en fait. Ce livre-là est poignant,
mais vraiment, je pense que c'est le livre le plus poignant de Blondin, parce que précisément c'est aussi un livre du deuil. C'est d'ailleurs un livre assez étonnant parce que ça commence par un éloge des hippies. Ça semblerait assez inattendu, on va sans doute en parler, mais étant donné l'environnement politique, idéologique de Blondin, ou de ce qu'on croit avoir été son environnement politique et idéologique. Celui de la droite, voire de l'extrême droite. En gros, oui, ça, on peut y revenir sans problème, mais ce qui est intéressant là, c'est que par exemple, il décrit de manière tout à fait sympathique les hippies à Saint-Germain-des-Prés, alors que le soir tombe, et on devine entre les lignes une certaine envie à l'idée de finalement de se dire que s'il avait été de cette génération-là, il serait peut-être pas passé pour un de ces écrivains qu'on classait à droite, mais il aurait plutôt pris la route. Mais c'est aussi qu'il les trouve beaux. Pardon ? C'est aussi qu'il envie cette jeunesse. Oui, il envie cette jeunesse. Oui, parce que profondément, en plus, alors, à travers ça nous permet de voir quelque chose aussi qui est un thème très important chez Blondin, c'est le sentiment de ne pas avoir eu le temps d'être jeune. Il n'a pas eu le temps d'être jeune parce que, par exemple, c'est très intéressant le titre annoncé quand il y a la première édition de l'Europe buissonnière. D'ailleurs, c'est pas la table ronde, c'est un éditeur d'après-guerre qui faisait un peu lessiveuse pour les écrivains qui étaient en pleine c'était l'épuration. Oui. Et cet éditeur s'appelle Froissart, l'éditeur s'appelait Frémanger, et ce qui est extrêmement intéressant, il annonce des titres. D'ailleurs, c'est très blondinien déjà. Il annonce déjà des titres à paraître, et le titre qui doit paraître, qui donnera d'ailleurs qui sera les enfants du bon Dieu, s'appelle Les Petits Pères. Et au-delà de la polysémie de l'expression, les petits pères, ça voulait dire que c'était des pères trop jeunes. Mm-hmm. Parce qu'en fait, si on reprend la bio de Blondin, il tombe amoureux de sa première femme en 1900, juste avant la Première Guerre mondiale. Il est encore très jeune, il a 17-18 ans. Et puis arrive le STO, il suit ses études, arrive le STO, et puis le service du travail obligatoire, qui d'ailleurs est un des sujets récurrent dans son œuvre. On peut peut-être préciser que le service du travail obligatoire, c'était j'allais dire l'impôt exigé d'une certaine manière par les Allemands et avec la complicité de Vichy pour faire libérer des prisonniers, où on demandait à des jeunes gens, on leur demandait, de toute façon, on les obligeait plus ou moins à aller travailler en Allemagne. Lui, il est peut-être allé plus facilement que d'autres. Enfin, il faudra revenir sur toute cette faudra période. Revenir. Mais en tout cas, ce qui est voilà. Donc, et les petits pères, ça, c'est ce sentiment. Donc, je pourrais en revenir à ce que je vous disais, c'est ce sentiment ce sentiment de ne pas avoir eu d'être passé directement d'être étudiant à père de famille. Et ça, il ne le supportait pas. L'image de l'ivrogne m'a satisfait assez, et surtout les moyens de l'alcool m'ont comblé. C'est-à-dire que vous pensez qu'ils permettent d'accéder aux autres plus directement ? Et oui, c'est ça. Il faut un peu dériver les expressions de leur sens. Les opticiens ou les oculistes, je ne sais pas comment est-ce que l'on dit, parlent de verres de contact, qui permettent de voir et de se rapprocher, d'entrer en communication. Et bien moi, je suis l'homme du petit verre de contact, si vous voulez, et ça m'a réussi relativement bien. En tout cas, je ne suis pas du tout un buveur à domicile. Seul chez vous, enfermé, vous ne buvez pas ? Ah, pas du tout. Et je peux très bien m'arrêter de boire pendant 2 mois. C'est un outil pour se rapprocher des autres, pour peut-être retrouver cette jeunesse qu'il considère ne pas avoir eue, mais c'est un outil de communication qui va peut-être lui permettre de surmonter une certaine timidité. Oui, alors,
première chose, exemple de calembour, bon, c'est un des plus célèbres de Blondin, c'est les vers de contact. Donc voilà. Ensuite, sans vouloir sombrer dans le puritanisme, je pense que ça a pu être ça à un moment donné, et puis après c'est devenu le contraire, c'est-à-dire que ça a été quand même de l'ordre de l'isolement. Parce que moi, il y a quelque chose qui me fait un peu de peine, c'est quand par hasard encore on a des lecteurs de Blondin un petit peu au premier degré peut-être, qui finalement retiennent de Blondin c'était ces histoires de bistrot, le Barbac, le Courrier de Lyon. Le Barbac, c'était le bar Rue où du Bac. Précisément il avait finalement installé presque son bureau. Et en fait, c'est quand même quelque chose qui a encore une fois, j'ai pas du tout envie d'être dans je ne suis pas moi-même abstème, mais encore une fois, c'est peut-être justement oui, ça a été sa chance, peut-être oui, son drame. Et je pense que l'alcool aussi, ça dépend les périodes de sa vie, mais a vite été aussi un enfermement et un handicap. Ouais. Donc mais la camaraderie pour lui, c'était essentiel. Ah oui, mais alors la camaraderie, elle passe pas nécessairement par l'alcool, parce que s'il y a vraiment quelque chose qui court toute l'œuvre de Blondin, c'est le désir de trouver une communauté, une fraternité. Il y a une espèce de désir utopique chez Blondin qui serait justement toujours. Alors on en revient au rapport avec la situation familiale. Je suis un père de famille coincé, j'ai pas eu le temps de vivre, etc. Et de retrouver une espèce de communauté, de fraternité qui peut passer par le bistrot, mais par exemple c'est très intéressant, ça passe aussi par le Tour de France. Mais est-ce que c'est une fraternité obligatoirement virile ? Est-ce que c'est obligatoirement entre hommes que ça se passe ? Parce que les femmes, quand même, souvent, sont peut-être un petit peu des objets dont on parle, mais est-ce qu'elles font partie aussi du groupe et de la camaraderie ? Alors, c'est en ce sens-là, Blondin ne peut pas franchement parler d'un féminisme de Blondin, puisqu'effectivement, toute son histoire s'est tenté d'échapper à la femme. Mais à sa mère, à sa mère encore ça va, mais d'échapper aux femmes qui sont à un moment, alors surtout la première, c'est-à-dire celle avec qui il aura ses 2 filles, qui est le symbole d'une forme d'ordre social, et Dieu sait que sa première épouse était extrêmement patiente, mais voilà, il fallait qu'il s'en aille. Il supporte pas. C'est le début de l'humeur vagabonde, c'est-à-dire que l'humeur vagabonde, c'est quand même un roman qui raconte comment un homme s'en va après la guerre, les trains repartent, c'est une des premières phrases, et puis les trains recommencent à fonctionner, et puis il s'en va. Il a une femme, il a pourtant une femme, 2 filles, il s'en va. Et moi, c'est ce que je suis extrêmement sensible à ça, pas au fait de quitter un foyer qu'on a fondé, mais au fait d'avoir besoin de partir. Donc il se sent angoissé. Voilà, on en revient toujours à cette idée que Blondin a toujours ressenti profondément quelque chose comme si on lui avait confisqué des années, qui était que avec la guerre, le STO, il était passé directement de l'adolescence à l'âge d'homme, mais d'un seul coup, c'est-à-dire sans avoir eu le temps d'avoir ce qu'on appellerait une jeunesse. Et ça, c'est ce qu'il ressent. Oui. En revanche, quand on lit ses livres, est-ce que vous vous dites parfois, tiens, ça quand même, c'est une notation vraiment pas féministe ? Ou c'est pas présent pour vous ? Ouais, enfin, je sais pas, je sais en tout cas que je pense en tout cas que son désir d'échapper à la femme est plutôt un désir d'échapper à la conjugalité. À la famille. Voilà. Et à la conjugalité. Et au couple. Le couple l'effraie énormément. Je pense. J'ai eu une enfance essentiellement parisienne et qui m'a semblé très belle. Cette enfance parisienne s'est déroulée dans le 9e arrondissement, et c'est important parce que, à cette époque, le 9e arrondissement était un quartier encore un petit peu en état de mue. Et à ce moment-là, il traînait encore dans ce quartier quelques relents du boulevard, pas celui exactement de la Belle Époque, mais celui où l'on voyait encore passer les derniers boulevardiers. Il y avait aussi
de nombreuses affaires, des activités qui ne s'étaient pas transportées vers les Champs-Élysées. Et quand je retourne dans ce quartier maintenant, il me semble assez triste, mais à cette époque, il me semblait très beau. Ce qui me semblait très beau, c'était la vie. C'était un quartier où il y avait des gares, la gare du Nord, la gare de l'Est, la gare Saint-Lazare, donc un quartier cerné de gares. Et c'est quand même toujours agréable d'être cerné par des gares, parce que c'est ne pas être cerné entièrement, n'est-ce pas, puisque c'est une possibilité de partir. D'autre part, il y avait un petit peu de verdure, mais surtout, ce qui me plaisait, c'était l'animation des rues, l'animation des boutiques, parce que je me suis retrouvé très tôt en pension. Et cette pension me semblait un exil. Et j'étais exilé de quoi? J'étais pas exilé tellement de ces maisons du 9e arrondissement qui sont assez noires, mais j'étais exilé du trafic, exilé de ce qui me semblait être le pouls, le rythme de la vie, du plaisir, de ce qui fait le prix de la vie pour des enfants, c'est-à-dire les couleurs et les mouvements. J'ai bercé très vite une nostalgie de Paris, et par là même, quand je retrouvais Paris, un très grand amour de Paris. Entretien avec Pierre Lost du 5 décembre 1959 dans l'émission Les plaisirs et les jours sont dans la matinée. Et oui, on entend la peur de l'enfermement, l'amour de la fuite, l'amour du mouvement. C'est un peu tout ce que vous disiez à l'instant, Jérôme Leroy. Les lieux semblent très importants pour Antoine Blondin. On l'entend quand il parle de son quartier, quand il parle des gares qui lui font imaginer l'ailleurs où il pourrait se trouver. Il faut dire qu'il a vécu à Paris, que plus tard, il vivra aussi dans un petit village relativement isolé, 160 habitants, le village de Linard. Donc, Linard, oui. Les lieux. Alors les lieux, d'abord il y a je pense le lieu fondateur, c'est le quai Voltaire, et c'est cet appartement qui appartenait sans appartenir vraiment à ses parents. Donc de la bonne bourgeoisie, parce que pour habiter quai Voltaire, ils vivaient séparément. Oui, enfin c'était un petit, enfin c'est dans les détails de la biographie, c'était via un parrain qu'il avait pu. Enfin voilà, il s'est retrouvé avec dans cet appartement assez jeune, après avoir vécu dans le 9e arrondissement, c'est l'allusion à laquelle il fait à l'appartement l'appartement sombre. Il s'est retrouvé comme ça avec cette espèce de vision sur tout Paris. Et puis après, ce qui a été terrible, c'est que quand il y a eu des ennuis juridiques, plus tard, il raconte ça dans Monsieur Jadis, il s'est retrouvé seulement avec les pièces qu'il n'avait plus de vue. Il s'est retrouvé finalement avec les pièces qu'il avait vues sur cour. Et et à partir de ce moment-là, d'ailleurs, son Paris a un peu changé. Et c'est amusant parce que là, on entend cette idée qu'il a de Paris et des gares comme étant effectivement autant presque de pôles magnétiques qui peuvent toujours permettre de partir. Et puis le train est un thème important chez lui, puisque la phrase magnifique qui se termine, l'humour vagabond, et un jour nous prendrons des trains qui partent. Mais il a aussi des très belles phrases sur le Limousin et sur son bonheur de vivre dans le Limousin, et une qui m'a frappé parce qu'il dit justement, quand je suis au bord de la route départementale à Linard, enfin en substance il dit ça, je peux aller me retrouver à Rouen, je peux aller me retrouver. D'ailleurs on trouve cette espèce de géographie qu'il aime beaucoup à travers le Tour de France, parce que le Tour de France, son amour du Tour de France est lié aussi à un amour profondément de la géographie. Du sentiment géographique, aurait pu dire Michel Chailloux, parce que c'est à peu près la même idée, justement. C'est quoi l'idée du sentiment géographique? C'est de se voir sur une gare. Et donc il dit, à un moment donné, je suis plus heureux dans le Limousin parce que je sais, et ça c'est relié à l'enfermement, lié à l'alcool aussi, et lié à Paris. C'est-à-dire qu'il dit, quand il est dans son village du Limousin, à Linard, en fait, la route qui passe là peut l'amener, comme c'est une route et pas du tout dans une ville, cette route départementale peut l'amener à Rouen, en Bretagne, à peu près n'importe où, alors qu'il dit après à Paris, finalement, il vit le 6e arrondissement, enfin le Saint-Germain-des-Prés un peu mythologique, il le vit en disant, en gros, finalement, moi, la rue du Bac, elle va m'amener, elle va m'amener au boulevard Saint-Germain, qui va m'amener, et en fait avec ce sentiment de tourner en rond. Donc cette espèce d'éloge de Paris qu'il fait aussi, là dans l'archive qu'on vient d'entendre, il faut aussi le replacer dans la perspective de toute sa vie, où ça aussi à un moment donné ça a été une forme
de prison, le mot est bien fort, mais De tourner un peu en rond quand même. tourner un peu en rond. Oui. Alors ses parents, c'est un mariage d'amour, il faut quand même le dire, qui fait que peut-être il a été exclu à un moment de ce couple parental. Oui, c'est un mariage d'amour, mais en même temps, ils sont Germaine Blondin le nom de jeune fille m'échappe tout de suite, mais Casimir Perrier, non? oui, c'est ça, voilà, c'était la petite fille du président. Et donc et Pierre Blondin, son père. D'ailleurs, il faudrait aussi revenir sur cette présence-absence du père, en fait, vivait quasiment séparément au sein du quai Voltaire, de cet appartement du quai Voltaire. Pierre Blondin avait sa chambre isolée et descendait de temps en temps, passait comme ça, était une espèce de silhouette fugitive. Et Blondin raconte aussi la bohème chez ses parents, dont le un père... appartement phalanstère, cet appartement. Oui, voilà. Du quai Voltaire. On revient à l'idée de communauté dont je vous parlais, c'est-à-dire que il a essayé de toute sa vie de trouver une communauté, ce qu'on appellerait aujourd'hui, du côté de, par exemple, l'insurrection qui vient, une communauté affinitaire, c'est-à-dire se retrouver entre soi, enfin, en tout cas, créer une communauté, un phalanstère, une micro-utopie sur des affinités. Et en l'occurrence sur l'affinité de l'art, de la littérature. L'affinité de l'art, de la littérature, d'un certain rapport au paysage, d'un certain rapport à la boisson, enfin à la vie tout simplement. Une espèce d'hédonisme. Oui, mais pas seulement. C'est vraiment un besoin de verre de contact. Et ça, pour en revenir à l'appartement du quai Voltaire, ce côté phalanstérien, le père en est exclu. Faut bien le comprendre. Oui. Toujours est-il que Blondin lui-même, le fils, en est un peu exclu aussi parce que on l'envoie en pension à l'âge de 9 ans à Versailles. Et ça, c'est plutôt difficile. Oui, puis il repart en pension un petit peu après parce que il réussit pas bien à Louis le Grand et donc il doit redoubler sa 3e, donc il faut qu'il se remette à niveau. Donc bon, oui, mais j'ai pas l'impression que ce soit les moments les plus traumatisants parce que précisément Blondin est toujours dans cette recherche d'une communauté. Et ce qu'il aime bien quand il est, je crois que c'est à Louis le Grand, c'est que Baudelaire y a été aussi. Oui. D'ailleurs, lui, il était plutôt déprimé sur les bancs de Louis le Grand, le pauvre Baudelaire. Oui, mais c'est aussi le plaisir de lire Blondin, c'est aussi le plaisir de lire une espèce à mon avis, d'histoire de la littérature française vivante. Ce qui est d'ailleurs une espèce de... Bon, il y a un adjectif qui revient souvent chez Blondin, c'est le côté buissonnier. On l'a donc par exemple dans l'Europe buissonnière, mais il a aussi fait, notamment un livre que je recommande vivement, qui s'appelle Certificat d'études, où il y a sont regroupés ces articles publiés en littérature, ces préfaces du livre de poche. C'était Nimier qui attribuait les préfaces pour les classiques qui étaient édités dans le livre de poche. C'était les premiers à l'époque. Et tous ces articles-là sont retenus dans le certificat d'études. Et finalement, là aussi, c'est une forme buissonnière. Et pour en revenir à ce que vous disiez, effectivement, les lieux sont liés à des écrivains voilà, la littérature est quelque chose de vivant en tout cas. Et lui, il va faire aussi l'école buissonnière justement au lycée. Je pense que une grande partie, sinon la majeure partie de la littérature contemporaine part de l'événement. C'est-à-dire que des gens ont été témoins de quelque chose ou touchés par quelque chose et ont besoin de le rapporter et de le dire. Moi, ça n'a absolument jamais été mon cas. D'un autre côté, je ne pense pas non plus être génétiquement un écrivain. Je n'ai pas des chromosomes d'écrivain qui ont été déposés quelque part. Ça, je ne le crois pas du tout. Je crois que j'ai écrit parce que mon père n'avait pas écrit et il aurait intensément voulu écrire un livre. Il est mort en 1948, il s'est suicidé. Je pense que l'une des raisons diffuses de cet acte de désespoir, qui se justifie d'un autre côté par beaucoup d'autres choses très honorables, comme le fait d'avoir fait 2 guerres, l'une des raisons donc diffuses était qu'il n'avait pas écrit de livre. Et en 1948, au mois d'août, il est passé de l'autre côté. 1 an plus tard, en 1949, j'ai écrit un livre. Donc j'ai pris une sorte de relais. Cela dit, j'avais baigné dans ma famille, dans la littérature, très profondément. À table, chez moi, on ne parlait que de littérature, et de gastronomie aussi, mais enfin, de littérature, beaucoup.
Sans oser le demander, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et cet extrait d'un entretien avec Vera Feder, toujours en octobre 1970. Que pensez-vous de cela, Jérôme Leroy, cette idée que Blondin aurait écrit à la place de son père? Parce qu'on ne sait jamais très bien s'il faut le croire, le prendre au premier, au second degré. Il joue quand même pas mal dans la fiction. Oui, alors voilà, Blondin, dans ses livres comme dans ses entretiens, et comme je pense beaucoup d'écrivains, mais chez lui ça atteint des dimensions importantes, construit sa légende. Construit sa légende. Sa vie, c'est son œuvre. Voilà, sa vie, c'est son œuvre, et quand on dit sa vie, c'est son œuvre, c'est vraiment au sens premier. C'est pas simplement qu'il voilà, il aurait une œuvre et qui serait. C'est la vie est la matière de son œuvre. Sans que ce soit nombriliste. J'y tiens aussi. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien préciser. C'est pas forcément toujours l'autofiction au sens moderne du terme, où finalement il y a, par exemple, il y a une dimension qui me semble importante chez Blondin quand il parle de lui-même dans ses romans, ou quand on peut arriver à trouver des morceaux de biographie. Bon, il y a énormément de choses à la fois enjolivées, des choses noircies, mais il n'est jamais dans le règlement de compte. Or, à tort ou à raison, j'ai parfois l'impression que la littérature autofictionnelle d'aujourd'hui a quelque chose à voir avec le règlement de compte. On a plutôt l'impression de tableaux, de scènes un petit peu hallucinées de sa propre vie, et aussi d'une sorte d'autocritique permanente, enfin d'autodérision. Oui, en tout cas d'autodérision. C'est-à-dire que c'est effectivement, bon, c'est la façon dont il se décrit, encore une fois, dans un roman que j'aime beaucoup, qui est L'humeur vagabonde, qui est presque un roman noir d'ailleurs, puisqu'il y a quand même un meurtre absurde à un moment donné, puisque pour aller vite, c'est quand même un homme qui quitte sa femme et ses enfants pour aller à Paris. D'ailleurs, parce que justement, il n'a pas eu le temps de vivre. J'en reviens toujours à cette idée d'avoir eu des années volées comme ça. Et puis, il est d'une naïveté mais confondante. Enfin, il part avec un pot de fleurs sous le bras comme pratiquement unique bagage. Et la première nuit qu'il passe à Paris, je parle du personnage qui s'appelle Benoît. C'est dans un bordel, mais il ne s'en rend même pas compte. Et quand il rentre chez lui, sa mère ne le reconnaît pas et le prend pour l'amant de sa femme et tue la femme comme étant femme adultère. Donc et lui revient à Paris à ce moment-là, auréolé. Alors c'est toute l'ironie aussi de Blondin sur un monde politico-médiatico-littéraire qu'il connaissait bien, qu'il connaissait même très bien, et qui célèbre ce héros de faits divers, avant à nouveau de le laisser tomber parce qu'il n'est plus à la mode. L'ironie et l'humour aussi, parce que c'est bien souvent très drôle, et c'est très drôle dans le style, pourrait-on dire, c'est l'agencement des mots et des phrases qui tout à coup font que le rire émerge. Il faut parler de ce style parce que il est toujours évoqué le style de Blondin. Vous, c'est peut-être pas le mot style exactement que vous avez envie d'accoler à sa littérature. Moi, il est évident que, sans rentrer dans des distinctions byzantines, il est évident que Blondin a un style. Ce que j'appelle avoir un style, c'est que c'est pas très compliqué si je fais une dégustation à l'aveugle d'un texte de Blondin, il est reconnaissable au bout de 3 lignes. Dégustation à l'aveugle, c'est vraiment une expression blondinienne. Oui, voilà, c'est ça. Oui, pour moi, c'est tout à fait comparable. C'est-à-dire que, de même que, je sais pas, on reconnaît Simenon en 4 lignes, on va reconnaître Blondin en 4 lignes aussi. Ça, on peut appeler ça le style. Après, il y a quelque chose qui me semble extrêmement important chez lui, c'est la capacité, c'est le fait que son œuvre soit une œuvre finalement presque par certains aspects proche du nouveau roman, où la langue, alors ça peut paraître très très paradoxal ce que je dis, puisque précisément on explique régulièrement que le mouvement auquel il appartient, et ça demanderait d'ailleurs à ce qu'on en précise les contours et la définition, mais le mouvement des hussards était justement une littérature qui s'était construite en réaction d'une part contre le sartrisme et d'autre part contre un roman expérimental qui était celui-là. Ce qui est très très intéressant, c'est que par exemple Blondin avait beaucoup aimé les premiers livres de Duras.
pourrait se dire que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il était très ami avec Sagan, mais bizarrement mais Sagan, il y a quelque chose dans la vitesse, oui, mais dans l'amour du jeu, il y a quelque chose de commun. Quelque chose dans l'ordre de la thématique. Mais par exemple, les milieux abordés, la façon dont on les aborde, la façon, par exemple, répétitive dont des motifs reviennent. Chez Blondin, dans l'œuvre de Blondin, je sais que plein de hussards en herbe ou de hussards confirmés trouveront ça presque sacrilège, ce que je vais dire, mais finalement, certains romans de Blondin sont plus proches de Duras, bien plus proches de Duras dans la conception même de l'écriture, et pas seulement du style, du fait que le langage puisse quelque chose, plus que... Voilà. En fait, ce qui vous importe, Jérôme Leroy, c'est de le sortir un petit peu de la case dans laquelle on l'a mis, dans laquelle il s'est mis également, et de montrer que Blondin, c'est beaucoup d'autres choses que l'alcool et puis que les hussards. On va parler justement un peu de politique, et pour faire le lien entre style et politique, se demander s'il n'y a pas quand même un rapport entre tous ces écrivains de droite et d'extrême droite que Blondin aime et fréquente, donc on l'a dit Nimier, mais aussi Morand, qui était un peu leur père spirituel. Chardonne, et puis ce style, cette façon d'écrire très sèche, et en même temps très imagée et très ciselée, pour employer un mot un peu éculé. Ah, oui, alors deux choses. Je pense que par exemple, je pourrais très bien vous donner un exemple de quelqu'un que je pourrais estimer, d'après la définition que vous venez de donner, qui est très juste, dont on pourrait dire c'est un hussard, alors qu'il était politiquement radicalement opposé. C'était Roger Vaillant, par exemple, sur une certaine ou Bernard Franck, pureté classique de la langue. Ou Bernard Franck, c'est un romancier, oui, mais bon, c'est pas son activité principe. Enfin, c'est pas pour ça qu'on retient peut-être le plus Bernard Franck, à mon avis. C'est pas pour ses romans, et Dieu sait que j'aime son œuvre, mais c'est pas forcément pour ses romans. Pour en revenir à Blondin et au fait que les hussards seraient de droite, ça voudrait dire, ce qui est toujours un petit peu peut-être restreint, que le style serait de droite. Je sais que parfois certains n'hésitent pas à le dire. Et pourquoi on pourrait penser ça ? Mais parce qu'on pourrait penser ça parce que le style, le calembour par exemple, un exemple simple, celui du calembour, c'est le mot d'esprit, c'est une façon de ne pas prendre les choses au sérieux. Il est vrai que la littérature de l'immédiate après-guerre, notamment sous l'influence de Sartre, qui lui est sans aucun doute un génie, mais est une littérature qui quand même se prend extrêmement au sérieux, est extrêmement démonstrative. Et ça vient aussi de quelque chose qui me semble très important chez les hussards. Alors, ils sont de droite, effectivement, puisque biographiquement, si on regarde, ils sont de droite et parfois d'extrême droite. Si on regarde leur vie, leurs influences intellectuelles, des gens que, par exemple, des grandes admirations de Blondin jeune, c'est Pierre Boutan, qui était un philosophe royaliste, maurassien, qui a écrit, qui est mort il n'y a pas si longtemps. C'est une de ses, qui était un esprit de premier ordre, mais c'est un de ses grandes admirations. Sauf que ce qui se passe aussi, c'est que en fait, c'est le désir chez Blondin, en tout cas, j'en suis sûr, et chez Nimier aussi, chez Jacques Laurent pour en discuter, c'est le refus, et qui me semble tellement important aujourd'hui, d'assigner la littérature, c'est-à-dire d'assigner la littérature à une idéologie, de faire de la littérature quelque chose qui devrait forcément montrer ou démontrer une thèse. Le grand problème, c'est de savoir si on aime l'individu ou si on aime la société dont cet individu fait partie. Eh bien, j'avoue que jusqu'à nouvel ordre, je préfère l'individu à la société. Donc par là, si vous voulez, je suis un petit peu je suis exactement de droite, mais est-ce que quelqu'un qui serait foncièrement et totalement de droite peut s'intéresser, se passionner pour son prochain ? Peut-être que ça n'est pas sûr du tout. Mais si on veut réformer la société d'un autre côté, c'est pas mon ambition, c'est pas mon cas, c'est pas. Pourquoi disait-on les hussards ? On disait les hussards parce que
Bernard Franck, qui est un remarquable écrivain, a un jour écrit les hussards de droite. Et à l'origine, il y en avait 3. Il y avait Jacques Laurent, Roger Nimier et moi. Et on a été tout à fait stupéfaits, d'une part d'être des hussards, d'autre part d'être dans le même panier. Alors on s'est dit, il faudrait même qu'on déjeune ensemble pour faire connaissance, parce que ce serait tout à fait amusant. Puis alors depuis, cette étiquette est restée. Et vous ne vous êtes pas quitté? Nimier est le favori d'un groupe de jeunes écrivains que par commodité je nommerai fascistes. Comme tous les fascistes, les hussards détestent la discussion. Ils se délectent de la phrase courte dont ils se croient les inventeurs. Ils la manient comme s'il s'agissait d'un couperet. À chaque phrase, il y a mort d'homme. Ils aiment les femmes, les autos, la vitesse, les salons, les alcools, la plaisanterie. Ils sont truqués comme un après-guerre, presque touchant, à force de nous persuader que nous sommes en 1925 et que tout va recommencer. Vous êtes d'accord avec ça, finalement Alors, j'aimerais bien recontextualiser un petit peu. L'article de Bernard Franck s'appelle Grognard et Hussard. Il date de 1952 et il paraît dans les Temps modernes. Donc la revue de Sartre. Donc la revue de Sartre. Or, les hussards sont absolument anti-sartriens, c'est même ce qui les caractérise. Alors pourquoi ils sont... Alors, encore une fois, moi, j'ai pas l'intention D'abord, il faudrait prendre cas par cas, parce que il dit, c'est très riche. Il dit, on a été les premiers surpris d'être mis dans le même panier. En fait, bon, déjà, Blondin, lui, c'est celui qui, quand on regarde sa biographie, arrive ponctuellement pour aller vite, pour aider les copains, mais sans forcément, je ne cherche pas à minorer son rôle, mais c'est certainement le moins idéologue des quatre, parce que là il parle de 3, mais on peut rajouter évidemment Michel Déon. C'est mais de très loin. C'est-à-dire que il y a une espèce de chez lui de colère qui est celle d'ailleurs de quelqu'un qui n'était pas nécessairement classé à l'extrême droite ou à la droite, qui est la véritable admiration, c'est peut-être la principale inspiration littéraire de Blondin, c'est Marcel Aimé. Et Marcel Aimé, en fait, lui, se met en colère après-guerre et donc se retrouve classé à droite parce que Marcel Aimé estime que l'épuration, ça, en gros, ça va trop loin, ça règle des comptes, c'est plus un règlement de compte. Bon, ça, on peut en discuter historiquement. Et il est vrai qu'il y a eu des écrivains collabos qui ont eu des positions absolument impardonnables. Mais j'allais dire, si je pense à Céline, par exemple. Mais bon, il était aussi Blondin très contre Mauriac, par exemple. Or, Mauriac a défendu Brasillac, si je me souviens bien. Enfin, il n'a pas défendu, mais il voulait pas qu'on l'assassine. Donc, ils étaient quand même pas très modérés non plus. Non, mais Sartre aussi était contre Mauriac pour d'autres raisons, en disant que c'est un romancier catholique. Mauriac, par exemple, il fait partie de ces gens parfois derrière leur côté compassé, mais c'est pareil pour Albert Camus, c'était des gens qui ont, par exemple, sur le procès Brasillac à cette époque-là, il faut bien comprendre que ça a été en plus un moment fort, puisque Brasillac a finalement été condamné à mort et exécuté. Et il y a eu une pétition de recours une pétition pour demander la grâce à De Gaulle.
qu'il l'a refusé d'ailleurs parce qu'il avait confondu sur la photo Brasillac et Doriot. C'est quand même important à savoir. Donc il avait dit et comme il avait autre chose à s'occuper, ça a pas été, il n'y a pas eu le temps de dissiper l'erreur. Après, est-ce qu'il faut fusiller les écrivains? J'en sais rien. Je sais qu'on fusille plus rapidement les écrivains que les patrons collaborateurs parce que ça coûte moins cher et c'est symboliquement plus lourd. Mais ce qui est très intéressant de savoir, c'est que par exemple, quelqu'un comme Mauriac s'oppose à l'exécution, à la condamnation à mort signe cette pétition. Mais Albert Camus aussi, en disant cette phrase que je trouve magnifique, il n'en aurait certainement pas fait. Il n'aurait certainement pas fait la même chose pour moi, mais moi je le fais. C'est-à-dire qu'il y a et il y a une espèce voilà, c'est encore une fois, c'est à partir du moment où on décide avec la grille de lecture qu'on a aujourd'hui de la période, il est évident que les écrivains étaient à la fois extrêmement idéologisés, mais pas tellement plus que maintenant, dans des circonstances plus apaisées. Alors, Antoine Blondin, rappelons quelques faits, publiés dans Rivarol, des articles haineux contre les barons du gaullisme. Et puis, pendant la guerre d'Algérie, il y a eu le contre-manifeste à celui des 121. Ça, c'est aussi très condamnable. Comment est-ce que vous expliquez ça? Pourquoi est-ce qu'il y a une signature de Blondin par exemple, sur le manifeste des 121, bon, d'abord, le manifeste, le Blondin signe ça parce que par amitié pour le fils de Jacques Perret, qui était un autre écrivain, donc un peu plus âgé qu'eux, puisque c'est un écrivain né en 1900, celui qui avait fait Bande à part, le caporal l'épinglé, etc. Et effectivement, la guerre d'Algérie redevient à ce moment-là très nettement à nouveau un moment de polarisation très très fort. Donc c'est Blondin, mais comment vous dire, les positions que Blondin prend politiquement, c'est toujours très ponctuel. On a l'impression que c'est là, c'est parce qu'il y a des copains qui sont là. Mais c'est un peu de l'inconséquence, justement. Peut-être. Ne pas prendre ses responsabilités au moment où il faut les prendre et finalement préférer la camaraderie. Voilà, mais c'est toujours l'idée que j'essaye de développer depuis le début, à savoir qu'il y a cette recherche d'une communauté, quelle qu'elle soit. Mais qui l'aveugle quand même, ou alors il voit très bien qu'il va dans la mauvaise direction. Qui l'aveugle complètement. Mais par exemple, c'est quelqu'un qui n'a pas écrit comme par exemple Jacques Laurent ou Michel Déon, de romans sur la guerre d'Algérie, ou comme c'est pas quelqu'un qui a alimenté sa littérature avec par exemple l'anticommunisme, qui était une des caractéristiques quand même de ces écrivains-là. Je rappelle que vous-même vous êtes communiste. Oui, mais mais ça pas en soi, c'est pas forcément. Non, mais c'est bien de savoir d'où vous parlez. Mais d'où je parle. Oui, c'est bien de savoir d'où je parle. Mais c'était juste, mais précisément, c'est-à-dire que je vous dis, moi encore une fois, je prends le même plaisir à lire Roger Vaillant et Blondin. Et d'ailleurs, il a pas aussi écrit pour l'humanité, Blondin. Pas à ma connaissance, mais je sais qu'il a, mais peut-être ça aurait pas été impossible puisqu'il avait. Je suis pas spécialiste à ce point-là. Je sais avoir lu ça, mais je sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que Blondin, et encore une fois, mais en disant ça, j'ai l'impression que je voudrais absolument l'excuser. Les écrivains, ils n'ont pas besoin qu'on les excuse ou qu'on les défende. Il n'y a pas besoin d'avocat. Lire les livres de Blondin, à mon avis, promettent des grands bonheurs à ceux qui vont le lire. Il y a toute la palette des émotions d'une vie normale. Il y en a qui sont exaltantes, il y a le côté grandiose, il y a le côté pathétique, il y a le côté pitoyable, et ce sont des émotions qui sont toutes bonnes à accueillir, parce que tant qu'on peut les recevoir, ça va bien. J'associe quand même l'amitié au rugby. Le football a la qualité strictement intellectuelle, un peu froide. Je connais pas beaucoup de joueurs de football, et c'est bête parce que c'est le sport que j'ai pratiqué, mais il m'a semblé changer un peu de visage. L'athlétisme m'emballe totalement. Alors, je trouve ça très beau par le côté dépouillé, par la totale absence de péripéties et d'aventures qu'il y a dans l'athlétisme. Je veux dire que c'est pas une saute de vent, c'est pas une chute de grêle, c'est le dépouillement. Il n'y a aucune part de romanesque dans l'athlétisme, alors, pas du tout. Et si, finalement,
Il y a quand même une part de romanesque, mais c'est une épure. Vous savez, il y a le café turc où on trouve un peu de vase de boue au fond, etc. Puis il y a le Nescafé. Eh bien, l'athlétisme, c'est du Nesport. Et le cyclisme dans tout cela? Ah, le cyclisme, c'est le contraire. C'est une navigation extraordinaire. C'est une vaste partie de campagne. Le sport et l'homme, entretien avec Marcel Ansen du 18 mars 1971. Le sport, on sent que c'est l'émotion pure. Pour Blondin, c'est le lieu où finalement il n'y a qu'à regarder, à apprécier et à vivre un peu par procuration quand même des émotions très fortes. Et aussi quand c'est dans ma vie entre les lignes où il y a pas mal de ces articles où l'ironie du sport, où c'est encore une fois un titre jeu de mots qui est un de ses tout derniers livres, je crois qui est pas posthume mais presque, avec le recueil de ces articles dans l'équipe. Encore une fois, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que c'est bien sûr qu'il aime le sport. Il l'a pratiqué pas tant qu'il le dit non plus, mais bien sûr qu'il aime le sport. Mais il n'était pas très bon sportif lui-même. Enfin, il a été footballeur quand il était jeune au Racing, mais apparemment il n'a pas marqué beaucoup de buts. Mais encore une fois, c'est parce que Blondin est un écrivain qui fait de tout. Je vous dis encore une fois, ce qui lui plaît, c'est autant le sport que d'écrire le sport. Mmh. Et là, pour le coup, on dit qu'il avait du mal, etc. Mais enfin, il y a des années et des années d'articles publiés à l'équipe. Enfin, il fait, je sais plus combien de tours. Une vingtaine d'années. Je sais plus combien de tours de France il suit, mais sans compter les Jeux Olympiques aussi. C'est-à-dire que et donc il y a tout ça qui va avec, c'est-à-dire ce côté, par exemple, la caravane, quand il parle du Tour de France, il parle autant de l'exploit sportif même que de l'ambiance de la caravane du Tour elle-même. Il parle de Saint-Exupéry, de Valéry, de Malherbe. D'un point de vue littéraire, c'est-à-dire qu'il y a des pastiches absolument éblouissants, et puis des clins d'œil partout, et en même temps, il parle, encore une fois, c'est toujours cette idée de la communauté, d'espèce de communauté utopique, comme ça, en mouvement, qui bouge à travers la France. Il y a une célébration des pays. Enfin voilà, il aime à la fois ce qu'il a toujours recherché, c'est cette communauté. Affinitaire, enfin je reprends le mot, et puis en même temps, c'est pour lui le plaisir, il est autant dans le spectacle du sport que dans le fait d'écrire le spectacle du sport. Et c'est pour ça qu'à mon avis, avant tout, c'est un écrivain, c'est un pur écrivain. Et d'ailleurs, les journalistes sportifs le citent souvent comme quelqu'un qui a rehaussé le niveau du reportage sportif en France. Oui, il en a fait un genre littéraire à part entière. Alors Roger Nimier avait un néologisme qu'il avait inventé pour parler de Blondin. Il disait blondiner. Il en avait fait un verbe. Qu'est-ce que c'est blondiner selon vous, Jérôme Leroy? Oui, mais blondiner, je pense que c'est une forte proportion à la rêverie. Presque nervalienne. Et il a écrit des belles pages sur Nerval aussi. C'est blondiner, c'est aussi un certain goût pour l'errance, une certaine façon de ne pas être là. C'est aussi une certaine façon de faire le malin à travers les calembours, l'humour, et puis voilà, c'est l'avantage des néologismes comme cela, c'est qu'on peut y mettre ce qu'on aime chez Blondin. Alors il disait aussi, c'est une façon d'entrer dans le monde en utilisant son cœur comme un ouvre-boîte. Voilà, mais c'est-à-dire que c'est exactement ça. C'est avant tout, le mot est dévoyé, mais Blondin est évidemment un écrivain sentimental. Mmh. C'est-à-dire que et puis il faut voir d'ailleurs les poètes qu'il aime. Un de ses textes les plus, on estime qu'un de ses articles les plus réussis, c'est celui sur Baudelaire. Donc c'est pas inintéressant de voir qu'il y a à la fois, on retrouverait chez Blondin ce désir d'autre chose, d'une autre vie, et puis aussi une forte proportion à la tristesse.
tristesse. À la dépression même. Oui, mais c'est-à-dire que dépression, en tout cas, il y a quelque chose. C'est un peu plus doux quand même, parce que la dépression, enfin, dans les livres, dans les romans, encore une fois, c'est toujours compliqué. Il faut dire les romans où est-ce qu'on parle de sa vie ou des romans. Et dans les romans, ce qui plaît beaucoup, c'est bien sûr l'humour, mais ce qui enchante, c'est aussi une forme de mélancolie douce. Vous savez, ça vous dira sûrement quelque chose, mais de saudade. Oui, de saudade. Quelque chose de la saudade chez une Blondin. Toute portugaise. Merci beaucoup, Jérôme Leroy, d'être venu nous parler aujourd'hui d'Antoine Blondin. On ne se quitte pas encore, car c'est le moment de vous retrouver, Romain de Bec-de-Lièvre. Bonjour à vous. Bonjour Mathieu et bonjour à tous. Et de vous retrouver pour un dernier moment autour de cet auteur. En 1977, Antoine Blondin publie un recueil de textes sous le titre « Certificat d'études » dans lequel il disserte sur des auteurs classiques comme Baudelaire ou Balzac. J'ai été surpris d'y découvrir une lecture précise de la trilogie de la Renaissance d'Alexandre Dumas, composée de 3 romans écrits entre 1844 et 1846, soit La Reine Margot, La Dame de Montsoreau et Les 45. Plusieurs milliers de pages qui décrivent la guerre civile de France et autres péripéties aventureuses sous les règnes de Charles IX et Henri III. Blondin décrit plaisamment cette triade romanesque comme un meuble, comme je le cite, un bahut Renaissance. Alors, il se trouve que j'ai lu cette trilogie et j'ai été désarçonné en lisant les textes du Hussard car je suis tombé d'accord avec à peu près tout ce qu'il décrit des 3 romans. Tout commence par La Reine Margot, restée célèbre notamment par l'adaptation de Patrice Chéreau. Le roman s'ouvre sur un récit poignant du massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, que Blondin décrit comme un match de boxe, et ce ne sera pas la seule comparaison sportive. Si les personnages de jeunes premiers, La Mole et Coconas, s'annoncent prometteurs, l'intrigue du roman s'étiole dans les intrigues de couloirs du Louvre et des querelles meurtrières entre cousins pour le trône. Blondin déplore l'absence d'un méchant ou d'un personnage d'État, car c'est la même chose, qui soit d'envergure. Je cite, machiavélisme d'alcôve de la régente Catherine de Médicis n'est pas à la hauteur. En revanche, le second roman de la trilogie déclenche chez Blondin une tempête d'enthousiasme et a raison. Car le bahut Renaissance cache en son tiroir central un bijou, La Dame de Montsoreau, un roman génial qui campe un héros brave et fêlé, Bussy d'Amboise, resté aussi célèbre en son temps que le général Massu et Johnny Hallyday, là je cite Blondin. L'œuvre donne à voir la sévère guerre de succession pour le trône de France entre les maisons de Lorraine et le duc d'Anjou, avec une scène de cathédrale qui hausserait presque le roman au rang des cycles historiques de Shakespeare. Dumas nous offre un final en bain de sang qui n'a rien à envier à la fin de certains films de Tarantino et réinvestit le personnage historique de Chicot, le bouffon du roi qui hésite entre Rabelais et un grand homme. Blondin conclut par une métaphore gastronomique filée, je le cite, « La Dame de Montsoreau marque une excellente année et on peut lire ce livre sans le décanter à la chandelle. 3 étoiles. Enfin, un bizarre roman vient conclure ce gros meuble du XVIe siècle, Les 45. Il raconte la fin du règne d'Henri III, notamment l'urgence de sa protection par 45 têtes brûlées venues de Gascogne et la montée en puissance du Béarnais, futur Henri IV. Blondin glose sur le rôle pivot des entrées dans Paris dans la vie de Dumas et dans ses œuvres, notamment celle de D'Artagnan. Il ironise enfin sur l'absence de suite à la trilogie. Certaines intrigues et certains personnages sont en effet laissés en plan et dans l'encrier. Je laisse le dernier mot à Blondin. Nous sommes au cinéma devant un écran géant quand l'opérateur tarde à recharger la dernière bobine. Et merci beaucoup Romain de Bec-de-Lièvre. Cette chronique, tout comme l'ensemble de notre émission, est à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Pour aller plus loin sur Blondin, je recommande la biographie que lui a consacrée Alain Kierzucci, si j'écorche ce nom, aux éditions Gallimard. Je signale également que votre prochain thriller, Jérôme Leroy, va paraître le 3 février prochain. Ça s'appelle Les derniers jours des fauves et c'est à la Manufacture des livres.